Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude, et je vous en avais parlé sur Twitter, on va aborder le sujet Dallas Mavericks, cette équipe de Dallas, qui fait un début de saison un petit peu compliqué, parce que présentement l'équipe elle est à 13 victoires, 15 défaites, donc pour l'instant si la saison s'arrêtait, pas qualifié pour les playoffs, ce qui serait quand même pour Dallas une énorme déception parce que la saison dernière, après 28 matchs, après le même nombre de matchs, on avait une équipe à 19 victoires pour 9 défaites. Donc que s'est-il passé du côté des Dallas Mavericks? Pourquoi le début de saison est un petit peu moins bon? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'analyser dans cette vidéo. Ne perdons pas de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. Si vous avez déjà vu jouer cette saison cette équipe de Dallas, si vous êtes un petit peu intéressé à la question, la première chose que vous allez me dire, c'est bah écoute Blight, la défense de Dallas, elle est nulle, pour rester poli. Donc forcément l'équipe n'arrive pas à défendre, encaisse plein de paniers à haut pourcentage et vous connaissez l'adage, sans une défense solide en NBA, c'est compliqué d'aller très 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 loin. Et c'est vrai que la défense de cette équipe de Dallas peut interroger parce que cette saison, après donc 28 matchs, on a une équipe de Dallas qui est la 27e défense de la NBA. Alors oui, ça pique les yeux. Oui, on encaisse des quantités de points pour 100 possessions absolument astronomiques. Et effectivement, c'est moins bien que la saison passée où on était à la 18e place en défense. Maintenant, Dallas, déjà la saison passée, quand il gagnait des matchs, c'était pas une top défense. Mais cette année, cette défense est encore un petit peu dégradée. Donc ça peut expliquer en partie le décrochage de cette équipe de Dallas. Mais vous allez me dire, attends, là, je comprends pas. Dallas, ils ont Porzingis dans la raquette, 2,20 m. 2,20 m, des segments à rallonge, Porzi qui fait des contres dans tous les sens. Et bien Porzi, quand il est sur le terrain cette saison avec cette équipe de Dallas, eh bien le rendement défensif de l'équipe est le plus mauvais de tous les joueurs majeurs de ce dispositif de Dallas. Donc Porzi, malgré sa taille, malgré ses segments à rallonge, c'est une passoire en défense. Et pourquoi c'est une passoire en défense? Parce que Porzingis décalé en pivot, c'était un très très vieux sujet dont je vous parlais déjà à l'époque, en 2017-2018, quand il évoluait encore à New York sur le maillot des Knicks, où je vous expliquais, parce qu'il était question à l'époque que les Knicks fassent jouer un petit peu plus Porzi en pivot, qui décale, alors pas en 2018 mais encore l'année d'avant, qui décale Carmelo en 4, ou qu'on ait une attaque plus étirée avec Porzi en seul vrai intérieur. Et je vous disais déjà à l'époque, attention, quand Porzingis est décalé en pivot, eh bien le rendement défensif de l'équipe est très 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 médiocre, pour ne pas dire mauvais, et c'est une fausse bonne idée. Et c'est exactement ce que vous avez là quand vous regardez ces données. En gros, 10% du temps, Porzingis jouait pivot, et quand il jouait pivot, regardez le rendement défensif de l'équipe, il était à 106, il tombait à 109. Donc on devenait une passoire dès lors qu'on avait Porzi en pivot, et on perdait en qualité de rebond, donc on abandonnait des rebonds offensifs à l'adversaire, et on prenait comme ça des paniers en deuxième intention. Donc c'était une fausse bonne idée, parce que Porzingis, il se fait bouger par à peu près n'importe qui dans la NBA. Ce qui est important dans le basket, c'est pas d'être le plus grand, c'est pas d'avoir les plus grands bras, c'est d'être celui qui va le plus déménager dans la raquette. Dès lors qu'on est dans une bataille de rebond, dès lors qu'on est dans une protection du cercle, c'est pas forcément la taille qui compte, c'est la capacité à vider la raquette, à déménager la raquette. Regardez Dennis Rodman, qui est un des meilleurs rebondeurs et défenseurs intérieurs de l'histoire de la NBA, il faisait 2 m 100 kg. Et donc ça n'était absolument pas un joueur hors norme en termes de puissance physique. Regardez un Draymond Green, qui est un super défenseur, c'est pareil, c'est pas le joueur le plus démesuré physiquement, mais je peux prendre les bonnes positions préférentielles, j'ai un bon QI, j'ai l'envie aussi, j'ai la tonicité, j'ai la puissance, et Porzi, bah voilà, quelqu'un va prendre la position préférentielle avec lui, j'écarte un petit peu les bras, je me mets en place, Porzi, il s'envole, il décolle. Donc voilà,
avec Porzingis en pivot. Dallas n'a pas de protection du cercle. Regardez, cette saison, troisième plus mauvaise défense des paniers tentés tout près du cercle. Et forcément, dès lors, c'est très compliqué d'exister défensivement. Mais Dallas, qui a une faible défense, c'est pas quelque chose de très nouveau. Certes, ils font un petit peu moins bien que la saison passée encore, mais tout ne peut pas s'imputer à cette faible défense de Dallas, parce que si on analyse les performances de ces Mavs jusqu'au 5 février, donc après 23 matchs, 9 victoires, 14 défaites. C'était vraiment ces 23 premiers matchs, ça s'est pas bien passé pour Dallas. On encaissait 112 points pour 100 possessions. Oui, la défense, c'était pas terrible. Mais la saison passée, quand on avait eu une saison en termes de victoires-défaites tout à fait intéressante, on en encaissait 111. Donc, quelque part sur ces 23 premiers matchs où les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, on n'encaisse que 1 point de plus pour 100 possessions et 1 point de plus pour 100 possessions, ça ne peut pas expliquer un tel décrochage en termes de résultats sportifs. Donc, certes, la défense, c'est un sujet, mais ce n'est pas le sujet majeur qui explique la déroute de Dallas. Là où ça se passe moins bien cette saison et où Dallas s'effondre, c'est dans les qualités d'attaque. Je m'explique, il y a un coup de mou. Et ce coup de mou, eh bien, il est vraiment préjudiciable à Dallas parce que tout le succès de Dallas est bâti sur une attaque à outrance. On est cette saison 18e NBA en attaque à 109,8 points pour 100 possessions. On était la saison passée à 116 points pour 100 possessions en 2020. Alors, ce 18e à un peu moins de 110 points marqués pour 100 possessions, c'est sur le même intervalle ici jusqu'au 5 février. Donc sur cet intervalle où on fait 9 victoires, 14 défaites. Donc oui, on voit là très clairement qu'on est passé de 116 à 110 points pour 100 possessions. Il y a un décrochage de 6 points. Et là, ça commence à être énorme. On avait 1 point encaissé en plus en défense, mais là on en marque 6 en moins en attaque, et là vous comprenez effectivement où est le décrochage. Et Dallas sur cette grosse vingtaine de premiers matchs jusqu'au 5 février, eh bien c'est la 9e fréquence de la NBA en tir tenté à 3 points, et on a la 30e adresse à 3 points. Donc là, l'effondrement des qualités d'attaque de Dallas, c'est avant tout un effondrement de la réussite à 3 points. Et si on va interroger les tirs à 3 points considérés comme wide open, donc c'est les tirs grands ouverts où le défenseur est à plus de 2 mètres du tireur, donc on a un énorme dégagement pour tenter le tir, et bien alors que Dallas a une fréquence à peu près moyenne de tirs complètement ouverts, eh bien on n'a que le 29e pourcentage à 3 points sur ces tirs complètement ouverts. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le cœur du décrochage de cette équipe de Dallas en attaque, c'est la capacité à mettre des tirs à 3 points complètement ouverts, et tout est là. C'est pas plus compliqué que ça, parce que Dallas a tout construit sur l'attaque. L'attaque n'est pas au rendez-vous, on met pas nos tirs à 3 points ouverts qu'on mettait avant, et derrière ça décroche. Et si vous regardez les playtime, donc la répartition de l'attaque de cette équipe de Dallas, à droite vous avez la saison passée, à gauche vous avez la saison en cours, eh bien on se rend compte que effectivement la saison passée on était excellent sur les spots, donc ça intègre les tirs de champ plus les drives après avoir fait une feinte de tir. On était 4e attaque la plus efficace, on tombe à la 15e place. Alors que finalement quand vous regardez derrière le pick and roll, on est toujours aussi bon. L'attaque en transition, on était moyen, on reste moyen. Il y a une autre composante où il y a un décrochage, c'est le pick and roll. C'est le pick and roll où on était classé 2e excellent, et on tombe à la 12e place. Mais c'est du pick and roll en trompe-l'œil. C'est du pick and roll en trompe-l'œil parce que cette équipe de Dallas, sur le pick and roll, donc sur le poseur de l'écran qui ouvre et qui est celui qui tente le tir,
eh bien Dallas fait majoritairement, vous voyez c'est dans 55% des cas, elle fait majoritairement du pick and pop, c'est-à-dire c'est Porzingis qui pose l'écran, qui ouvre à 3 points, qui fait un catch and shoot, une réception tir à 3 points. C'est pas du pick and roll à la Utah Jazz où Gobert pose l'écran, ouvre au cercle et va dunker. Alors oui, Dallas le fait un petit peu, rolls to basket, vous voyez, c'est 32%. D'ailleurs, ils ont un pourcentage absolument hallucinant quand ils ouvrent au cercle. Mais Dallas fait surtout du pick and pop avec Porzi ou avec Maxi Kleber. Je pose l'écran, j'ouvre à 3 points. Et sur le début de saison, ben voilà, l'adresse à 3 points, que ça soit sur les renversements ou sur les pick and pop, elle n'est pas au rendez-vous. Et bien derrière, le rendement offensif de l'attaque plonge. Et si on regarde un petit peu qui s'en sort pas trop bien sur les tirs à 3 points complètement ouverts, eh bien, vous remarquez qu'en 2020, donc la saison passée, on avait Kleber à 39%, Finney-Smith à 41%, Porzi à 40%, Tim Hardaway Jr. à 46%, on avait Seth Curry à 48%. Donc oui, on avait 5 joueurs qui, parmi les 6 qui tentait le plus de 3 points, on avait 5 joueurs avec des pourcentages complètement insolents sur les tirs complètement ouverts, donc Dallas arrivait à trouver comme ça de l'efficacité. On regarde la même chose cette saison jusqu'au 5 février, jusqu'à effectivement ce 9 victoires, 14 défaites. Et bien qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un Finney-Smith qui est tombé à 36, Hardaway Jr. a toujours un bon pourcentage, Trey Burke aussi, mais regardez Porzi, on tombe à 25%. Et Josh Richardson, qui est celui qui, quelque part dans le dispositif de Dallas, remplace Seth Curry, eh bien, Josh Richardson, sur les tirs à 3 points complètement ouverts, il est même pas à 29%. Et finalement, quand vous faites les comptes, eh bien, vous vous rendez compte que, en gros, il manque un tir à 3 points complètement ouvert marqué par Porzi, un tir à 3 points complètement ouvert marqué par Seth Curry, qui s'appelle cette année Josh Richardson, 1 x 3 plus 1 x 3 égale 6, eh bien on retrouve les 6 points pour 100 possessions qui manquent en efficacité offensive du côté de Dallas. Et voilà, les 6 points en décrochage correspondent simplement à 6 points qu'on arrivait à marquer sur des tirs à 3 points complètement ouverts la saison passée, qu'on n'arrive plus à marquer cette saison. Emballé, c'est pesé, et voilà pourquoi Dallas s'en sort moins bien. Le 5-out de Dallas, donc cette attaque très étirée où on a les 5 joueurs qui commencent au-delà de la ligne à 3 points, c'est une attaque qui est construite pour exister majoritairement grâce à la réussite à 3 points. Et si vous n'avez pas les 3 points derrière, eh bien l'attaque n'est plus efficace. Et Dallas ne pouvant pas compter sur sa défense, c'est le naufrage. Regardez les matchs, si vous les classez par 3 points marqués. Vous voyez que dès que Dallas ne met pas une quinzaine de 3 points par match, entre 14 et 15, eh bien, il n'y a que des défaites. Il y a un match face à Indiana, c'est un petit peu le match exception, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a un match où on n'a pas mis de 3 points, on est à 29% et on gagne quand même. Sinon, vous voyez que dès que Dallas marque au moins 14 ou 15 3 points, eh bien tout va bien derrière et on s'impose assez facilement. Donc on est complètement dépendant de l'adresse à 3 points. Et sur les 5 derniers matchs où Dallas enregistre un bilan de 4 victoires pour une défaite, donc c'est les 5 derniers matchs à partir du 5 février, c'est la date pivot où du côté de Dallas ça va beaucoup mieux, là sur les 5 derniers matchs ça va beaucoup mieux, on a 4 victoires, une défaite, et bien vous voyez que Dallas, on a tourné à 127 points pour 100 possessions, donc orgie offensive absolue, meilleure attaque de la NBA, et sur la même période, on a été... mon synthé est faux, mais sur la même période, on a été, c'est pas ça, je vous ai affiché 2 fois l'attaque, mais sur la même période, on a été, je vous le dis de mémoire, 28e défense. Donc, voyez que la problématique de défense, elle a existé sur ces 5 derniers matchs où on a été 28e plus mauvaise défense de la NBA, mais tout ça a été complètement mis de côté, a été complètement oublié parce qu'on a été dans l'orgie offensive en attaque, et on a été dans l'orgie offensive en attaque parce qu'on a été à 43% à 3 points. Et vous voyez qu'on tente 43 points sur 87 tirs, donc on est à 42-43% d'usage du tir à 3 points, ça représente donc énormément de ce que l'on fait en attaque, et le déterminant, il est là, c'est pas plus compliqué que ça. Et sur cette période des 5 derniers matchs, eh bien regardez sur les tirs à 3 points complètement ouverts, qu'est-ce qui se passe ?
Maxi Kleber à 45. Porzi, tiens, il en mettait pas un. Bah, il a été à 47%. Finney-Smith, il était un petit peu en dedans. Et bah, bam, je te sors à 61%. Alors, Josh Richardson continue à être atroce. Mais à la limite, c'est pas grave. Les autres compensent. Même Doncic, qui est pas spécialement un excellent tireur à 3 points, j'ai été à 50%. Et Hardaway est toujours dans l'excellence. Il est toujours, lui, au-dessus des 40%. Donc, on a mis les 3 points complètement ouverts qu'on ne mettait pas avant, et comme par hasard, derrière, tout s'est bien passé, tout a été pour le mieux, et les résultats sportifs ont été au rendez-vous, parce que voilà, la structure de cette équipe de Dallas, c'est ce 5-out, c'est les intérieurs, entre guillemets, de l'équipe, Maxi Kleber et Porzingis, qui restent au-delà de la ligne à 3 points. L'objectif, c'est de faire monter les défenseurs, c'est de faire monter les défenseurs adverses qui dégagent comme ça ainsi la raquette. Ça permet à Doncic d'exister sur le pick and roll, d'exister sur l'isolation. Je vais attaquer dans les intervalles en dribble. Et puis si la défense vient aider sur moi, je décale sur Porzingis qui est tout seul. Je décale sur Maxi Kleber qui est tout seul à 3 points. Je décale sur Finney-Smith qui est tout seul à 3 points. Et ça permet comme ça à l'attaque de Dallas de surperformer, parce qu'on va chercher et des 3 points, tir le plus rémunérateur du basket ramené en points pondérés, avec les lay-up tentés tout près du cercle. Bah ouais, parce que avec cette attaque très étirée, Doncic, je déborde sur le pick and roll ou je déborde sur l'isolation, s'il n'y a pas d'aide, je vais déposer un lay-up tout seul en dessous. Donc je vais chercher des paniers à 65-70% sur des lay-up en dessous, et puis si ça vient aider, je décale sur les tireurs, et ça induit autre chose. Ça induit autre chose, c'est que ça permet de générer énormément de passes décisives, qui sont des passes décisives très faciles à faire à Luka Doncic. On en revient à ce fameux débat, il faudra un jour que je vous fasse une vidéo là-dessus, sur la valeur de la passe décisive. Parce que il y a énormément des passes de passes décisives qui sont générées par Doncic, et c'est le même cas par exemple pour Giannis Antetokounmpo, qui sont des passes toutes simples de connexion. C'est ce que vous voyez là à l'image. C'est je vais driver, j'ai un coéquipier dans l'aile qui est tout seul, je lui fais la passe. Mais c'est une passe, j'ai envie de dire, n'importe qui pourrait faire cette passe. Il n'y a pas besoin d'énormes qualités de playmaking, il faut comprendre ce qu'on fait, avoir une bonne vision de jeu. Mais voilà, ce dispositif 5-out permet aussi, si on prend une vision globale, ça permet aussi à Doncic de générer beaucoup de passes décisives, et c'est aussi pour ça qu'il en a beaucoup à son compteur. Le revers de la médaille, c'est qu'on a nos intérieurs qui jouent loin du cercle. Si on décale sur eux, qui sont complètement tout seuls, et qui ne mettent pas les tirs, voilà, c'est fini, il ne se passe plus rien derrière. On n'a pas de solution de rebond offensif, parce qu'on est tous très loin, et on est complètement dépendant de la réussite de nos ailiers et de nos intérieurs dans ce système en 5-out, parce que si on commence à pas mettre les 3 points, que fait la défense ? Elle commence à plus trop sortir sur les extérieurs, elle reste en verrouillage de la raquette, donc on va essayer de driver, on va essayer d'aller en dessous, et puis on va se heurter aux 2-3 défenseurs qui seront restés tenir la raquette. Et si on n'a pas de solution de porte de sortie sur les extérieurs, en tout cas sur le tir au-delà de la ligne à 3 points, c'est un cercle vicieux, il ne se passe plus rien. Donc on a une équipe de Dallas qui est victime quelque part de sa structure dans ce début de saison. Dallas, c'est une équipe d'attaque, et comme toute équipe construite autour de l'attaque, au moindre coup de mou, et là un coup de mou ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'adresse aux 3 points et pas au rendez-vous, on sombre. Tout s'effondre, parce que quand on met pas les 3 points, on va pas se mettre à prendre plus de rebonds, on va pas se mettre à provoquer plus de lancers francs, donc à avoir des points sur la ligne, on va pas se retrouver à mettre plus de lay-up. On est conditionné à la réussite à 3 points, et cette équipe de Dallas, et ça c'est intéressant, Dallas ça fait partie des équipes, un petit peu, comment on pourrait les appeler, les équipes un peu paradoxales. Parce qu'il y a un cercle vertueux de l'attaque construit autour de « on a besoin de bien attaquer pour bien défendre ». Et vous allez me dire « mais attends Blake, mais non, c'est l'inverse ». On a toujours vu que les équipes qui arrivent à bien attaquer ont d'abord commencé par bien défendre. J'arrache des stops défensifs, regarde Blight, regarde les Lakers. Ils arrachent des stops défensifs, derrière ils ont des contre-attaques, et ils vont trouver des paniers faciles en contre-attaque. Eh bien non, Dallas, on est construit sur un autre modèle. C'est l'équipe en paradoxe. Dallas a besoin de bien attaquer. Dallas a besoin de mettre ses paniers pour ne pas avoir à défendre
en repli défensif, ne pas avoir à défendre une contre-attaque, parce que ouais, je rate mon 3 points, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rebond long derrière, et l'adversaire peut en profiter pour accélérer. Et comme on est nul en repli défensif, on se retrouve à devoir se mettre en place sur la défense de la transition sur du repli. Finalement, on n'est pas prêt, Pordy est en retard, donc chiche, on n'a rien à faire. Et puis, on se retrouve à prendre des lay-ups bêtement. Alors que quand on met nos paniers, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une remise en jeu en face. Nous, on a le temps de tranquillement replier. Et puis, on se retrouve après à défendre quart de terrain. Et eh bien, on est un petit peu plus à l'aise en défense quart de terrain qu'en défense de la transition. Il y a une équipe qui fonctionnait exactement sur ce modèle, c'était les Cleveland Cavaliers 2017, une équipe dont on a énormément parlé sur la chaîne, c'est un cas d'école de basketologie. Cette équipe des Cavs 2017, c'était l'une des meilleures attaques de la NBA, c'était la 22e défense. Et c'était pareil, pour que les Kyrie Irving, les J.R. Smith, les Kevin Love, les LeBron, etc. défendent à peu près potablement, ils avaient besoin de mettre leurs 3 points, ils avaient besoin d'être efficaces en attaque, parce que quand un J.R. Smith met son 3 points, eh ben, il est motivé pour défendre, idem pour un Irving, idem pour un Kevin Love, donc le fait de mettre des points, ça leur donne envie de défendre, alors que quand ils ne les mettent pas, ils replient en baissant la tête, en étant déçus, et puis ils se prennent un lay-up. Et puis ça permet surtout de limiter les transitions adverses. Plus on est à droit, moins l'adversaire a de transition, et plus on aura de facilité à défendre en quart de terrain. Dallas est construit exactement sur ce modèle-là. C'est ce que vous voyez ici, regardez la transition, ils sont nuls. Transitions, ils sont nullissimes. Donc limitons au maximum les transitions, mettons au maximum nos paniers. Une équipe qui est construite à peu près sur le même modèle cette saison, c'est les Brooklyn Nets. Tout le pari des Brooklyn Nets, ça va être de réussir cette saison, là où Dallas a échoué la saison passée. Parce que je vous rappelle que Dallas, la saison passée, c'est la meilleure efficacité offensive de l'histoire de la NBA sur une saison. 115 points marqués pour 100 possessions, l'efficacité de Dallas la saison passée, personne n'a fait aussi bien dans l'histoire de la NBA. Les Warriors de 2016 qui vont battre le record absolu de victoire, ils n'étaient pas à 115 points. Les Warriors de 2017 qui récupèrent Kevin Durant, qui se montent une espèce d'armada du jamais vu, ils n'étaient pas à 115 points. Les Cavaliers de 2016, de 2017, avec Irving, LeBron, Kevin Love, J.R. Smith, c'était orgie offensive, ils n'étaient pas à 115. Les Phoenix Suns de 2005, de 2006, Steve Nash, Quentin Richardson, Joe Johnson, Sean Marion, Amare, le 7 second de Notoni, on n'était pas à 115 points par 100 possessions. On avait une attaque absolument insolente la saison passée, et pourtant on sort au premier tour. Alors oui, il y a eu les Clippers en face, c'était pas une mauvaise équipe, etc. Mais l'attaque en insolence a montré ses limites, faute d'être associée à une bonne défense. Tout le pari des Nets cette saison, je fais une petite digression, c'est d'essayer d'infirmer l'adage. C'est-à-dire que notre attaque va être encore plus insolente, et ça va nous permettre de faire oublier qu'on n'est pas bon en défense. Mais voilà, le schéma de construction de cette équipe de Dallas, il est comme ça. Alors, sur ce début de saison, eh bien, on a vu que le trou d'air de Dallas, les mauvais résultats, sont complètement conditionnés en fait à la réussite à 3 points, notamment la réussite à 3 points sur les tirs complètement ouverts. Et là, on est quelque part dans les aléas de l'adresse, on est dans l'irrationnel de l'adresse. Pourquoi l'année dernière Porzingis est à 40% sur les 3 points complètement ouverts? Pourquoi cette année il est à 30%? Vous pouvez être sûr qu'à l'entraînement, quand il entend 100, il en met 90. C'était vrai cette année, c'était vrai la saison passée. Donc pourquoi arriver en match il ne les met pas? C'est une partie de momentum, de rythme, de mental. Il peut être un petit peu gêné par des bobos, parce que vous voulez. Mais on est dans l'irrationnel, on est dans les aléas de l'adresse. Et c'est ça toute la complexité des équipes construites exclusivement sur l'attaque. C'est qu'il y a une part presque impalpable. Voilà, pourquoi Ben Simmons, il est à 50% au lancer? Vous pouvez être sûr qu'à l'entraînement, quand il entend 100, il en met 95. Pourquoi je suis à 95% à l'entraînement? Pourquoi je ne suis pas à 95% en match? Parce qu'il y a des facteurs extérieurs, il y a un environnement, il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a j'ai les doigts moites, j'en sais rien. Tout est explicable. Et bien, Dallas est un petit peu face à ces problématiques-là. Et c'est la problématique de toutes les équipes d'attaque. Parce que quand vous êtes une bonne défense,
eh bien, a priori, il n'y a pas d'aléa de la défense. Il n'y a pas de côté irrationnel de la défense. Quand vous êtes une bonne défense, tous les soirs, vous défendez bien. Parce que vous avez des automatismes, parce que vous raisonnez en équipe, parce que les challenges qui sont proposés par l'adversaire sont plus ou moins toujours les mêmes. Donc, c'est beaucoup plus facile de se fédérer autour d'une bonne défense, parce qu'on peut produire tous les soirs la même prestation, et on s'en ressortira plus ou moins tous les soirs de la même façon. Alors il y aura toujours le soir où il y a un Steph Curry en face qui vous met un 13 sur 16 à 3 points, et vous aurez pu avoir fait ce que vous voulez, contester tous les tirs, ça va passer quand même, mais ça arrive un ou deux soirs sur les 82 matchs de la saison, donc ne prenons pas l'exception pour la règle. Mais voilà, on a une équipe de Dallas conditionnée à la réussite à 3 points, et c'est vraiment flagrant cette saison. Regardez, entre les scénarios de victoire et les scénarios de défaite, dans les victoires, on est à 39% de réussite à 3 points, on tombe à 31% dans les défaites, alors que le pourcentage au tir, c'est 48-45, vous voyez, l'amplitude est beaucoup moins grand. Vivre et mourir avec le tir à 3 points. Voilà tout le sujet de ces Dallas Mavericks de cette saison 2021. Alors oui, la défense est un sujet. Oui, Dallas, si l'équipe veut aller plus loin, il y a besoin de renforcer les capacités de défense, mais l'explication du décrochage de cette saison par rapport à l'année dernière, où on a grosso modo 80% du groupe qui est identique, l'explication du décrochage, c'est la réussite à 3 points, notamment sur les tirs complètement ouverts, un sujet qui devient de plus en plus récurrent dans une NBA qui n'a de cesse d'aller encore plus loin. Je vous en parle depuis 2-3 saisons maintenant dans l'utilisation du tir à 3 points. On suivra ça de très près. D'ici là, bon match à tous, évidemment.